de difficultés, mais non sans arrière-pensée des forces en présence. Mais dès 1959, considérant que la FUAGE, définie comme une coopérative de jeunes pour l'organisation de leurs loisirs, glissait vers une forme d'organisme accordant la primauté à la gestion des auberges, des militants constituèrent un courant d'opposition intitulé Pour un agisme éducatif. En 1976, peu avant sa mort, Eugène Quay, qui avait été la cheville ouvrière de l'unité des auberges de jeunesse, publié un manifeste posant le problème de l'avenir de la FEAGE, en dénonçant le risque d'un glissement vers une conception commerciale des auberges de jeunesse. Le dernier congrès, se déroulant sur les bases de la FEAGE de 1956, sera celui de Paris en 1980. On peut considérer que l'agisme disparut à ce moment-là, et la FUAGE entama sa progressive conversion vers une forme d'organisation, l'éloignant définitivement de ses origines et de principes qui firent la particularité des auberges de jeunesse françaises. Pour comprendre ce phénomène, différents facteurs sont à considérer, à commencer par la société elle-même. Les 30 glorieuses vont sur leur fin. On va vers un nouveau type de vie, tournant le dos à celui hérité de la fin du XIXe siècle. Mutation de l'agriculture et de l'industrie, accélération des constructions d'autoroutes, apparition du nucléaire, développement de la télévision et de l'automobile, construction des grands ensembles d'habitation, etc. Cela toucha évidemment l'agisme. Une évolution s'était déjà opérée depuis la fin des années 50. Les sorties qui se faisaient en groupe, à pied, après rendez-vous à une gare, pour rejoindre l'auberge, étaient devenues différentes. Désormais, on ne se rendait plus ensemble à l'AJ. On s'y donnait rendez-vous. Sur ces entrefaits, intervinrent les événements de mai 68, qui, aux auberges de jeunesse, comme ailleurs, fut une surprise. Il y a eu deux choses distinctes qui se sont mêlées. Il y a eu les auberges de jeunesse en Allemagne et ensuite en Angleterre, et donc grâce à Marc Sangnier, tardivement en France. Bonne-Malin a y ajouté un mouvement laïque qui a pris un essor, c'était des auberges de jeunesse pour accueillir les jeunes du monde entier en fraternité. C'est l'idée même de l'auberge de jeunesse. Les auberges de jeunesse existent toujours, elles évoluent avec la société, mais elles existent toujours, avec le même idéal en principe, et des formes d'activités différentes. Là-dessus, et je mets une grande séparation, il est né au sein des auberges de jeunesse, parce qu'il n'y avait rien d'autre endroit où aller, et parce que c'était un milieu particulièrement favorable, comme un bouillon de culture pour sortir un germe, il est sorti un mouvement de jeunesse du Front populaire, qui est né avec lui, qui s'est développé avec lui, et qui est mort avec sa postérité. Tu en es, j'en suis si tu veux, des lointains héritiers plus ou moins nostalgiques. Mais en fait, ce mouvement de jeunesse, cette forme-là, il exprimait le Front populaire. Par conséquent, il est né avec le Front populaire, il est mort avec la guerre froide. Historiquement, ça va de soi. Et ce mouvement de jeunesse a été quelquefois en harmonie, quelquefois en conflit, avec l'organisation qui voulait simplement faire des auberges jeunesse pour les jeunes du monde entier. C'est en somme un, comment dirais-je, c'est l'histoire du coucou qui dépose ses œufs dans un nid. Le Front populaire a mis en mouvement des hommes politiques, et puis c'est retombé après, ça fait flop. Mais il a agité une jeunesse qui a découvert tout à ce moment-là.
la nature, la liberté, la culture, le chant, le théâtre, l'amitié, les rapports nouveaux des sexes, toutes choses qui ont germé beaucoup plus tard. Et ça, ce mouvement-là, il était l'enfant du Front populaire, il a survécu au Front populaire. Et il a trouvé son nid pour éclore dans les auberges de jeunesse. Donc, et il est mort, même s'il a comment dirais-je, des enfants, des héritiers comme toi et moi, il est mort, en gros, en tant que mouvement actif avec la guerre froide. Mais il a eu des sursauts, des prolongations, des héritiers, jusqu'en 68. Et en 68, il y a eu des côtés très négatifs et des côtés positifs. Et des aspects positifs de 68, Gaudibert, qui était un vieux copain des auberges, vous savez, Gaudibert, un chercheur artistique, etc., un type très fort d'ailleurs, Gaudibert me disait, mais c'est évident combien en 68, j'ai retrouvé ce que nous avions lancé aux auberges. Moi, j'en suis persuadé aussi. Et il me disait, tu penses pourquoi? Ben, je lui ai dit, il y a beaucoup de raisons à ça, des raisons sociales, politiques, mais il y a aussi autre chose. C'est que, ce que je te racontais tout à l'heure, au moment des Camoutes, et aussi en zone nord bien sûr, on s'est appuyé sur les instituteurs et finalement sur les institutrices, et avec la pression des Allemands sur de jeunes institutrices qui avaient 20 ans et qui ont enseigné jusqu'à 50 ou 60 ans. Et c'est à travers ces institutions qu'une bonne partie de notre message est passé. Bon, c'est ce que j'ai donné à Gaudibert comme explication. Oui, c'était une, c'est peut-être pas la seule, mais c'était une. Moi, je crois, c'est que le mouvement de 68, les événements de 68, étaient, pour ainsi dire, une reproduction de ce que nous avions connu dans les auberges, de l'état d'esprit des auberges. Il y a un tas de valeurs qui ont été mises en avant là, à ce moment-là, qui étaient, pour ainsi dire, la reproduction de ce que nous pensions dans les auberges de jeunesse. D'accord. Et, bon, 68, on ne peut pas nier quand même que 68 a marqué la société française, et jusqu'à présent même. D'accord. Bon. D'accord. Petit à petit, bien des choses disparaissaient. Le terme de camarade, employé depuis les origines, disparut de la correspondance officielle comme de l'usage courant, et les parents aubergistes devinrent des directeurs d'auberges de jeunesse. De 1980 à nos jours, que s'est-il donc passé? Après les ultimes conflits de 1967 à 1978, l'agisme s'étant progressivement effacé, la gestion réaliste des agis allait donc pouvoir pleinement s'exercer. En réalité, amputés du potentiel militant qui en faisait leur force, touchés par une professionnalisation toujours plus large, les auberges de jeunesse allaient éprouver de grandes difficultés à la fois à fonctionner et à affirmer leur originalité. Pire, l'hôtellerie marchande, après avoir dénoncé pendant des décennies la concurrence déloyale que lui faisaient subir, prétendait-elle, les auberges de jeunesse, l'attaque désormais sur son propre terrain. L'émission télévisée Envoyé spécial en août 2014 montra en effet la multiplicité de ces hôtels commerciaux où la joie, l'entrain et la culture des auberges de jeunesse se transforment souvent en beuveries décadentes. Dès son origine, l'agisme a incarné le désir d'émancipation des jeunes, leur volonté d'agir de façon autonome, d'organiser leurs loisirs, d'en construire les supports et de les gérer, comme ils l'entendaient, pour atteindre les buts qu'ils s'étaient fixés. Les 5 principes de l'agisme, la laïcité, la démocratie, la mixité, la gestion directe, l'internationalisme, n'étaient pas des notions vagues ou des formules creuses destinées à être brandies comme des pancartes ou criées comme des slogans. Ils conduisaient
à des attitudes et des comportements qui marquèrent les agistes de toutes les époques, dans et hors leur militantisme. La laïcité n'était pas une simple question de compréhension ou de tolérance, mais bel et bien l'axe principal du pacte républicain, cantonnant le fait religieux dans le strict domaine de la sphère privée. D'autant que, si celle proclamée par les agistes se gardait de tout caractère anti-religieux, elle n'avait rien à voir avec cette vague et équivoque laïcité ouverte à la mode à notre époque, friande de formules creuses et de consensus mou. La démocratie, de la base au sommet, c'est-à-dire du groupe au comité directeur, en passant par les échelons départementaux, était inhérente à l'agisme et, par le renouvellement des responsables, constituait le gage majeur de sa pérennité. Dans ce film, on essaye de voir ce qu'est l'agisme. Tu crois que l'agisme existe encore? Pour moi, l'agisme n'est pas mort. Les anciens, lorsqu'ils parlent de l'agisme, parlent de leurs 20 ans. Donc, effectivement, il y a un décalage. Je vais essayer de montrer l'évolution et de nuancer leurs propos. Dans notre film, on a défini 5 grands axes. La laïcité, la mixité, l'internationalisme. Pour moi, ces 3 premiers axes ne sont pas morts, ce qui me permet de dire que l'agisme n'est pas mort dans cette dimension. Par exemple, l'internationalisme, on le retrouve dans nos auberges actuelles sans problème. Les 2 autres axes, c'est-à-dire la démocratie et la gestion directe, eux, sont des axes qui posent problème, qui ont posé problème, et je vais essayer de montrer pourquoi. Tu peux nous parler un peu de ton expérience de l'agisme? Effectivement, il est intéressant de voir d'où je suis parti. Je suis né en 1939, donc ma période n'est pas la même que les copains qui ont été militants en 36 et 46, c'est sûr. J'ai adhéré aux auberges de jeunesse en 1956, j'ai pris des responsabilités dès 1958 et j'ai été guidé constamment au départ par des anciens comme Joe Despoulies, Marius Despoulies, Christian Mellet, qui m'ont aidé à me former dans tout ce que j'ai pu faire au niveau des auberges et ce que j'ai été plus tard. Ce travail de militant des auberges de jeunesse a duré 30 ans. Et une des difficultés, ça a été le départ des anciens, puisqu'on appliquait à cette époque-là la règle des 30 ans. Donc peu à peu, on s'est retrouvé avec des équipes plus ou moins jeunes, mais qui devaient faire leurs preuves. Un des aspects de la vie de l'agisme a été la vie de groupe. Nous avons eu des groupes en Savoie dont je me suis occupé un petit peu, mais je n'ai jamais fait partie d'un groupe, comme les copains de Grenoble par exemple l'ont fait. J'ai créé un groupe à Albertville, j'ai aidé l'animation du groupe de Saint-Jean-de-Maurienne, du groupe de Montmélian et du groupe de Chambéry, mais je ne faisais pas partie vraiment de ces groupes. Ce qui m'a intéressé, en priorité, c'était le voyage. C'était partir à vélo, partir en stop, découvrir le monde et rencontrer des gens dans les auberges. Donc pour moi, le jeune du monde entier salut, c'était quelque chose qui signifiait vraiment. Est-ce que tu peux aller plus loin et nous montrer ce qui n'a pas marché? C'est ce que je vais essayer de démontrer. Les obstacles pour la vie démocratique, pour la gestion directe, se posaient à plusieurs niveaux. Et ça apparaissait surtout au niveau des assemblées générales. J'ai noté 3 principales difficultés. La première, c'était les objectifs. Un jeune qui partait en vacances avec les auberges, quand il revenait, avait beaucoup d'autres choses à faire, qu'il soit étudiant, qu'il soit ouvrier ou qu'il ait une vie familiale. Donc, c'était pas
facile de le mobiliser pour gérer une auberge de jeunesse en altitude en particulier. On a rencontré ça pour l'auberge du Bourdeau, pour l'auberge d'Albier-le-Vieux, pour l'auberge d'Ugine qu'il a fallu fermer. Ce sont des auberges qu'on a fermées peu à peu. Donc c'était un obstacle important. Un autre obstacle, c'était la dimension géographique. Quand on faisait une réunion, que ce soit une assemblée générale ou un conseil d'administration à Bourg-Saint-Maurice, les copains qui venaient de Haute-Maurienne, de Lens-le-Bourg, avaient près de 200 km à faire. Donc par tout temps, c'était quand même prendre des risques et on s'en est bien rendu compte. Enfin, le dernier obstacle, c'était qu'avec une petite équipe d'une dizaine de personnes aux assemblées générales, il nous était difficile de couper les cheveux en quatre comme on pouvait le faire à Paris ou dans les grandes villes où on pouvait faire une assemblée générale de 100 ou 200 personnes. C'était pas notre cas, donc on était content d'accueillir les gens qu'ils viennent, quelle que soit leur tendance. Donc les copains du Miage ou les copains de la LFAJ étaient reçus les bras ouverts. De la même manière, les responsables de groupe qu'on a eus à Chambéry et à Saint-Jean-de-Maurienne étaient marqués politiquement. L'un était gaulliste déclaré et l'autre membre du Parti communiste tout autant déclaré. Donc ces copains-là, c'est un gros travail, on était très contents de les avoir. On essayait de vivre ensemble, de faire fonctionner ça dans l'intérêt des auberges. Mais les débats nationaux lors des congrès permettaient d'adapter les orientations? Bien, c'est bien là, effectivement, qu'on a eu des difficultés, puisque on négligeait un petit peu, on débattait, on parlait des orientations, mais on ne prenait pas position jusqu'au bout, ou très peu, et de toute façon, lorsqu'on arrivait au Congrès national, une petite association comme nous avait peu de voix, donc n'avait pas grand-chose, avait peut-être des choses à dire, mais n'était pas pris en considération par le nombre de voix. Une autre difficulté, donc, c'était de faire passer nos projets sur le plan national au niveau du comité directeur. Là, on a souvent essayé d'avoir un représentant au comité directeur et c'est arrivé assez souvent finalement. Là, il fallait aussi persuader les employés du centre fédéral, qui avaient un rôle non négligeable, que nos projets tenaient la route. Et un contact personnel permettait souvent de bien avancer les choses. Finalement, tu t'es donc surtout consacré à la vie de l'association départementale et régionale. C'est exact. C'est là où je me suis effectivement passionné, puisqu'il s'agissait de gérer le patrimoine, d'avoir une bonne relation avec les parents aubergistes, de construire avec eux. La dimension technique devenait indispensable, il fallait monter des projets. On a ainsi reconstruit l'auberge de jeunesse de La Toussuire. On a amélioré, rénové l'auberge de jeunesse de Lens-le-Bourg. On a ouvert une auberge de jeunesse à Bourg-Saint-Maurice et à Tignes, et puis finalement celle d'Aix-les-Bains. Donc pour tous ces projets, il fallait être pointu pour pouvoir bien discuter d'une part avec les parents aubergistes, d'autre part avec les autorités, les élus qui allaient nous subventionner, c'était indispensable. Une autre difficulté, c'était bien la relation avec les parents aubergistes. Il fallait trouver un consensus avec eux, il fallait qu'ils puissent se rendre compte qu'on leur était utile, mais ils craignaient beaucoup les comités de gestion qui auraient été animés par des gens irresponsables qui auraient mis en péril leur outil de travail. Et là, il fallait faire un travail de fond, de relations important. Globalement, on y est arrivé, mais certains parents aubergistes étaient très hostiles à la gestion directe par les jeunes. Donc, il fallait trouver le moyen de gérer tout ça. On se rend compte donc, quand on prend en compte ce besoin d'être technique et d'avoir une relation avec du personnel pas toujours favorable, que c'était un rôle difficile et qu'il était intéressant de le mener à bien. On y est généralement arrivé en introduisant, en formant des jeunes. On a eu des gens comme Patrick Bernard, par exemple, qui partit d'une petite responsabilité
a maintenant des responsabilités nationales et internationales. Donc on s'aperçoit qu'on a eu un rôle de formation des jeunes, ce qui était l'option éducative. Alors, quelle est ta conclusion? Ma conclusion, c'est que l'utopie de la gestion directe et d'une vraie vie démocratique, c'était une utopie très intéressante, très formatrice, mais qu'elle s'est vite trouvée en décalage avec la société dans laquelle nous vivions. Et le film le montre, l'a expliqué à plusieurs moments. Donc, un de mes regrets, c'est une option, c'est que peut-être que les anciens sont partis trop vite avant que leurs idées soient vraiment en place et pérennisées. Mais on peut rêver. La mixité, considérée par les milieux conservateurs de toutes les époques avec une extrême méfiance et qu'ils combattirent avec un acharnement quasi obsessionnel, fut un exemple de l'agisme pour la société. Pourtant, les turpitudes diverses, le relâchement des mœurs, la morale mise en pièces dans les auberges de jeunesse furent des fables à la peau dure. Que de campagnes de presse, de dénonciations pastorales, d'entrefilets venimeux pendant près de 50 ans. Or, il n'y eut pas de lieu d'hébergement plus sûr que l'auberge de jeunesse, et de cadre d'activité moins risqué que le groupe agiste. On avait les filles que l'on cherchait et celles que l'on respectait qu'on ne pouvait pas aborder. Et tout ça, c'était tout à travers les journaux, la littérature, ou l'aspect sordide. Mais on n'avait pas cette vision égale, unitaire, enfin tout ce que l'on veut, de la compagne, de la camarade d'en face. Et ça a été, à mon avis, pas seulement pour moi, mais pour toute une génération, le plus gros apport des auberges. Ça a été d'aborder le problème des deux sexes et le problème du sexe, mais tout ce que ça comprend d'immense autour, depuis le fait de pouvoir tirer un coup jusqu'à le plus bel amour romantique, tout ça, on a pu l'avoir enfin grâce aux auberges. Jusque-là, on avait les interdictions et la mauvaise littérature et la trivialité. Il n'y a pas de doute, ça a été le gros, énorme apport des auberges de cette époque-là à ma génération. Je leur disais, on était quand même, pour revenir à des articles qui ont paru dans le bulletin des anciens des auberges, on était quand même strict au point de vue moral. Ouais. Dans ces tentes, on veillait à ce que les filles soient dans des tentes bien déterminées et les garçons dans d'autres tentes. Et alors la copine, Simone Pacarin, elle disait, oui c'est bien vrai quoi, mais il est bien certain qu'on réussissait à se rencontrer par ailleurs. Quoi, hein. D'ailleurs elle s'est mariée avec un gars qui était avec nous. Quoi, d'accord. Là, elle dit, les auberges avec la mixité, ça a été une révélation, une révélation pour beaucoup de jeunes qui voyaient les filles rentrer dans leur école et puis les garçons dans l'autre, ça se résumait à ça. Ça a été beaucoup une aide pour une forme de civilisation. Du reste, moi je pense que ça et la laïcité ont été les deux choses les plus révolutionnaires françaises. Ah oui, ça a été la grosse question. C'était le premier exemple quand même de mixité. Hein. c'est sûr. De vraie mixité. Moi, j'ai fait du scoutisme, du bon scoutisme d'ailleurs, dans une très bonne troupe du lycée Henri IV, justement, où les garçons étaient là, les filles étaient ailleurs, on ne savait pas où. Moi, je n'ai pas vu de filles avant 18 ans. Ils étaient complètement séparés. Hein. Bon, et alors les auberges sont arrivées, il y a les filles et les garçons. Bon, moi, je considère que le niveau de tenue était excellent. Et il y a eu sans doute, il arrive toujours des choses entre les garçons et les filles, dans les auberges ou hors des auberges. Mais enfin, ni plus ni moins, plutôt moins même. Parce qu'il y avait une vie très, très commune dans cette auberge de Villeneuve, une partie très, très limitée au point de vue lit, certains campaient quand même à proximité de l'auberge,
et il y avait un grand grenier, ouais, de la paille, et on dormait là, mais en tout bien, tout honneur, vraiment. Hein. Voilà. Comme ça, La gestion directe fut une donnée permanente et essentielle. Elle préfigurait l'autogestion. C'est que la prise en main des outils de leurs loisirs par les jeunes laissait peu de place aux carriéristes comme aux directeurs de conscience, toujours intéressés, mais elle pouvait de surcroît ouvrir d'autres perspectives sur bien des plans de la vie sociale. Et Madame Grunbaum-Balin, en 1938, m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait d'aller fonder une auberge de montagne dans le cadre des auberges? Alors j'ai dit oui, évidemment, et elle m'a chargé d'organiser dans le Jura, pas très loin de Pontarlier, ça c'est sur un sommet qui s'appelait le Petit Moron, une auberge qui était pas achevée, qui était un ancien chalet de berger qui avait été agrandi et surélevé pour en faire une auberge. Et j'ai tout fait, j'ai acheté tout le matériel, tout le ravitaillement, parce que l'auberge était complètement isolée sur ce sommet. On ne pouvait même pas y monter autrement qu'à ski en hiver. Il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Donc ça s'appelait l'auberge du Petit Moron. Voilà, c'est l'auberge du Petit Moron. Et donc, alors, à partir de novembre 1938, j'ai commencé à emmagasiner les choses. J'ai acheté des centaines de kilos de nouilles, de grilles, de tous les produits de base. Et à partir du 15 décembre, sans doute, ça a commencé à fonctionner. Et je suis resté donc dans cette auberge pendant 4 mois. Et il y avait beaucoup de monde. Et il y avait quelquefois jusqu'à 60, 70 personnes. D'accord. Et c'était très fatigant et très inconfortable parce que c'était comme à l'auberge de Villeneuve, il n'y avait qu'un point d'eau froide dans cette auberge. Oh là, hein, c'était vraiment un confort minimum. Nous sommes montés très souvent à la Fécla en été pour voir si on trouvait un chalet. Et on a réussi à convaincre un cultivateur de là-haut et de nous louer son chalet. Et ça, c'était à quelle époque? C'était en 37, 38 38. Hein. 1938, nous avons donc réussi à avoir ce chalet à un prix qui n'était pas trop important. Et aussitôt, nous sommes mis au boulot. Alors tous les dimanches, nous montions là-haut, tous les samedis et soirs même. Hein. Nous montions là-haut pour aménager, pour nettoyer. Je me rappelle, il y avait une étable en particulier, particulièrement sale bien sûr, que nous avons nettoyée, avec un bas-flanc qui existait déjà pour mettre le foin, etc. Nous avons aménagé ça pour faire un bas-flanc. Nous avons mis des matelas. Hein. Enfin, l'internationalisme, lié à l'essence même des auberges de jeunesse et impliquant le refus des notions d'ennemis héréditaires, de revanchards et autres haines plus ou moins séculaires, ne pouvait convenir ni aux xénophobes toujours prêts à claquer les talons et faire courir leurs semblables aux frontières à la première occasion venue. Le rassemblement international qui se déroula à Boulouris en août 1960 marquait